Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les gestions pilotées d'Alta Profit avec GWS. On vous a laissé à mi-année avec des marchés en hausse et des bonnes performances pour la gestion pilotée GWS, mais depuis, nous avons connu beaucoup d'événements politiques. Je peux vous dire dès maintenant que la gestion GWS est très bien comportée pendant cette période un peu de crise et que les performances sont au rendez-vous. Nous allons donc étudier et voir l'influence de ces événements sur la gestion pilotée GWS et les décortiquer pour envisager l'année à venir. Pour nous accompagner aujourd'hui, Ibrahim Al-Khalil, gérant chez GWS. Bonjour Ibrahim. Bonjour Maxime. Je vous rappelle que nous répondrons à toutes vos questions en fin de chat, toutes les questions du chat en fin de présentation. Avant de parler marché et performance, je te laisse te présenter ainsi que représenter un peu GWS. Bien sûr. Donc Ibrahim Al-Khalil, moi je suis responsable de la gestion sous mandat chez Generali Wealth Solutions. Generali Wealth Solutions, c'est la société de gestion à vocation patrimoniale de Generali. Generali Wealth Solutions s'appuie sur deux jambes, l'ingénierie patrimoniale d'un côté, avec 3 ingénieurs patrimoniaux qui peuvent accompagner nos partenaires sur des questions fiscales, pour établir des bilans patrimoniaux par exemple, et l'ingénierie financière que je représente aujourd'hui, dans laquelle on va retrouver des produits structurés et de la gestion, notamment de la gestion pilotée qu'on fait par exemple pour Alta Profit. Parfait. Parlons marché. Absolument, on peut commencer comme on a l'habitude de le faire avec la performance des marchés sur les 11 premiers mois de l'année. On peut, si vous le voulez bien, regarder tout de suite la performance en devise locale, le change ayant évolué de l'ordre de 5%, le dollar s'étant renforcé d'à peu près 5%, les performances des marchés américains ont été 5% plus élevées pour un investisseur euro. Mais c'est intéressant de les voir en devise locale parce que ça permet de mesurer la performance de chaque marché pour un investisseur domestique. Alors, le premier constat, c'est que la colonne variation 2024, qui rappelle cette performance depuis le début de l'année, arrêtée à la fin du mois de novembre, elle est exceptionnellement verte. C'est quand même assez intéressant parce qu'on a quasiment toutes les classes d'actifs et toutes les zones géographiques qui affichent des performances positives et parfois très fortement positives. Si on zoome un petit peu plus, pour rappel, on a d'abord l'indice français, le CAC 40, puis 2 indices européens, 3 indices américains, le Nasdaq, le S&P et le Russell 2000 pour les petites capitalisations américaines, un indice japonais, un indice chinois, le Shenzhen CSI 300, le MSCI Emerging Market pour les pays émergents et le MSCI World qui va plutôt refléter la performance des marchés actions à l'échelle internationale. Et pour finir, la performance d'indices obligataires qui vont refléter la performance d'un placement obligataire. Le premier, Global Aggregate, va refléter un placement obligataire à l'échelle internationale, d'où le Global, et Aggregate, parce que c'est un mélange entre des obligations d'État et des obligations d'entreprise. Et l'Euro Aggregate, c'est la même chose, mais sur la zone euro. Alors, on voit des performances qui sont largement dans le vert, mais quand même quelques écarts. Et le premier écart le plus marquant, c'est un petit peu la tache sur ce beau tableau vert, c'est la performance du CAC 40. Et effectivement, quand on s'était parlé en milieu d'année, on n'était pas du tout dans cette position, mais le feuilleton politique français n'avait pas démarré. On se retrouve aujourd'hui avec des investisseurs qui ont largement délaissé les marchés français, aussi bien sur le marché action que sur le marché obligataire, parce qu'on a une forte tension sur les taux d'intérêt du Trésor français. Donc, on a un CAC 40 qui affiche une performance de -4, de l'ordre de -4%, un marché européen qui, lui, progresse de 6% et des marchés américains qui progressent de plus de 20% et même plus de 28% pour le Nasdaq, plutôt les valeurs technologiques américaines. Donc, on a vraiment un grand écart qui se creuse entre l'Europe et les États-Unis, et puis un écart encore plus important avec la France pour des sujets spécifiques qu'on va réaborder évidemment au cours de cette présentation. Et si on finit par les indices obligataires, ils ont aussi fini dans le vert. Et on remarque que l'indice global, lui, est un petit peu moins positif. Il sous-performe l'indice euro, parce que depuis l'élection de Trump, on en parlera certainement, depuis l'élection de Trump, on a eu de nouveau des tensions sur les taux d'intérêt américains qui sont venus grappiller de la performance sur les placements 1. Pour rappel, c'est inversement proportionnel, c'est-à-dire que lorsque les taux montent, la performance des placements existants obligataires diminue, et puis lorsque les taux baissent, on gagne de l'argent sur les placements obligataires que nous avons. Donc, tu viens d'en parler, les marchés américains marchent très bien, tu viens de citer Trump. Est-ce que les marchés américains sont liés justement à cette élection de Trump? La bonne performance des marchés américains est liée à cette élection?
Je ne peux dire que oui, et c'était inenvisageable de faire un point marché sans faire un focus sur Trump et sur l'impact économique de Trump. Donc, je précise, on va se concentrer vraiment sur l'impact économique du programme de Trump. Et là aussi, il y a encore un disclaimer. Rappelons-nous que le programme, ce n'est entre guillemets qu'un programme. Il n'est pas toujours appliqué ou appliqué dans son entièreté. Et l'exemple, le mandat de 2017 de Trump en est quand même une démonstration. Donc là, on va plutôt voir quelles sont les grandes lignes du programme de Trump et quelles sont les implications sur le plan économique. Alors Trump, c'est avant tout un protectionnisme affiché. Un protectionnisme affiché parce qu'il y a une augmentation prévue des taxes sur les importations US, une taxe généralisée qui passerait de 10 à 20% et qui concernerait tout ce qu'on importe aux États-Unis. Une intensification, une reprise ou une intensification de la guerre commerciale avec la Chine, avec des droits de douane qui seront de l'ordre de 60%, ce qui est particulièrement important, et l'élimination de toutes les importations en 4 ans, de toutes les importations considérées comme essentielles aux États-Unis. Évidemment, les importations chinoises. Là-dedans, on va retrouver tout ce qui est, par exemple, produits pharmaceutiques, on va retrouver des matériaux avec l'acier, par exemple, qui provient aujourd'hui pas mal de Chine. Donc, on va retrouver tous ces éléments-ci. Il y a une volonté d'être beaucoup plus indépendant vis-à-vis de la Chine et donc de muscler le jeu sur ce sujet-là. Donc, premier point, c'est ce protectionnisme. On verra ensuite les conséquences sur le plan économique. Le deuxième point, c'est cette baisse d'impôts. Rappelons que Trump avait baissé les impôts en 2017 et cette baisse d'impôts devait courir jusqu'à 2025. Il nous annonce qu'il va pérenniser cette baisse d'impôts. Il va même l'accentuer pour les entreprises qui fabriquent aux États-Unis. On passerait de 21 à 15%. Donc, on continue dans cette dynamique-là. Ce qui, vous commencez à le sentir, fait du bien aux entreprises américaines. Une lutte contre l'immigration qui va être beaucoup plus importante, facilitation des expulsions, militariser les frontières avec le Mexique, suppression complète du droit du sol. Encore une fois, tout ne sera peut-être pas effectivement fait, mais globalement, cette volonté-là, elle va avoir un impact sur le coût du travail. L'absence de mesures en faveur de l'environnement, et c'est le moins qu'on puisse dire, ça va même un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a le retrait de l'accord de Paris, augmenter la production d'énergie fossile, déréglementer le secteur pour permettre de faire des choses qui aujourd'hui ne sont pas permises ou très encadrées dans le secteur. Ce programme-là, ayant en tête, et ça a un impact sur la macroéconomie, ce programme-là, il est particulièrement inflationniste. Il est particulièrement inflationniste parce que quand on augmente les droits de douane, il ne faut pas rêver, on n'est pas dans un monde imaginaire où les entreprises vont rogner sur leurs marges, ça va être répercuté sur le client final. Donc ça a une tendance globalement à augmenter les prix. Pareil pour la lutte contre l'immigration, ça va avoir un impact sur le coût du travail et donc ça va se refléter petit à petit sur le prix des produits finis. Donc c'est un programme qui est assez inflationniste et donc qui va avoir un impact, qui commence déjà à avoir un impact sur la trajectoire d'évolution de baisse des taux aux États-Unis de la part de la Réserve fédérale américaine. Et donc, si on essaye simplement de se dire quelles vont être les conséquences sur les marchés ou sur l'économie, elle est évidemment très favorable à court terme pour les entreprises américaines et pour l'économie américaine. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, c'est une position assez consensuelle. Et d'ailleurs, l'euphorie des marchés américains sur les 2 derniers mois, elle s'explique par ça. Donc, dans un premier temps, si on baisse les impôts sur les entreprises, ça va booster les marges. C'est favorable pour les entreprises américaines. C'est beaucoup moins favorable et c'est même assez défavorable sur l'Europe et sur la Chine. Et d'ailleurs, on a des graphiques qui montrent la décomposition du solde commercial des États-Unis avec l'Europe. Ça permet de voir dans quel secteur les États-Unis ont besoin d'importer des services ou des biens européens. Et on a aussi un graphe qui nous montre la part du chiffre d'affaires des entreprises européennes qui est réalisée aux États-Unis. Et donc, quand on regarde les deux, on se dit rapidement que des entreprises qui sont des entreprises dans la consommation discrétionnaire, comme l'automobile par exemple, ou même la consommation de base, vont être impactées par ces changements. Donc, les entreprises européennes peuvent souffrir, elles ont commencé à souffrir boursièrement, mais elles peuvent souffrir sur le plan fondamental et économique. Et l'impact à long terme, il risque d'être aussi négatif sur la croissance mondiale de manière générale. Donc, même si, a priori, c'est positif et pour l'instant, on est dans l'euphorie, les investisseurs sont dans l'euphorie, et puis ils se précipitent sur les marchés américains, avec un petit peu plus de recul, une stratégie protectionniste, c'est aussi une stratégie d'isolement qui va évidemment appeler des réponses de la part des pays qui sont touchés par ça. Et donc, on sent que l'ère de la mondialisation, elle est plutôt derrière nous et qu'on va être vers quelque chose qui va peser très certainement sur la croissance.
Justement, maintenant, parlons macroéconomie et quels ont été les impacts de tous ces événements sur les indicateurs de santé économique mondiale et européens, américains, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Alors, c'est intéressant parce qu'on va s'appuyer déjà sur un certain nombre d'éléments qu'on a déjà dit, mais aujourd'hui, si on fait une photo à date, l'économie américaine se porte bien parce qu'on a de la croissance, parce qu'on a une activité économique qui reste tout à fait raisonnable et qui se tient. On voit ici les PMI à l'échelle mondiale, services et industriels, pour rappel, hein, c'est un indicateur d'activité économique. Au-dessus de 50, on est en expansion, en dessous de 50, on est en contraction. On voit que les services sont très largement au-dessus de 50 et on voit que la partie industrielle est un peu plus en difficulté, légèrement en dessous de 50. C'est à l'échelle mondiale. Si jamais on zoome sur l'Europe et qu'on garde l'écart de l'Europe par rapport aux États-Unis, on commence déjà à voir l'écart se creuser assez largement. Donc aux États-Unis, ça se tient particulièrement bien à ce stade. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de... En fait, le scénario est tellement rose qu'une mauvaise nouvelle peut rapidement être un grain de sable dans les rouages. En Europe, on est déjà dans une difficulté et très certainement que la croissance va encore décevoir. Et d'ailleurs, on le voit à côté sur les enquêtes de confiance des industriels. On voit que dans l'ensemble des pays européens, le moral n'est pas au plus haut. On a quand même un ralentissement des investissements des entreprises européennes. On a une croissance de l'emploi qui ralentit également en Europe. Donc, on a une difficulté en Europe. Et ça ne nous aura pas échappé, mais la France est un cas particulier en Europe. Elle fait l'actualité politique et cette instabilité politique pèse beaucoup sur la France. Rappelons que la France, c'est le pays de la zone euro qui a la pire situation budgétaire. C'est pas forcément très nouveau, mais ce qui est plus nouveau, c'est que le marché est en train de l'acter. Puis on jouissait d'une forme de complaisance des marchés, et aujourd'hui, on n'est plus considéré, ou on est de moins en moins considéré comme un pays cœur de la zone euro, mais plutôt comme les pays du Sud ou des pays périphériques. Et donc ça se ressent sur le CAC 40, on l'a vu, ça se ressent sur les taux français 10 ans qui se sont tendus. Et c'est une situation qui ne devrait pas forcément beaucoup s'améliorer dans les semaines ou dans les mois à venir. Et je nuance en disant que on a déjà quand même pris une bonne partie de la baisse. Il ne faut pas s'attendre non plus à un effondrement total. C'est-à-dire on voit que l'incertitude, c'est ce qui fait le plus peur au marché. Et finalement, quand on commence à réaliser le scénario, même quand c'est pas le meilleur des scénarios et parfois même le scénario du pire, finalement le marché ne va pas s'émouvoir de manière supplémentaire là-dessus et on peut continuer à aller de l'avant. Si on regarde maintenant les taux d'intérêt, là, il pourrait y avoir maintenant du nouveau. Ça va faire quelques mois qu'on dit que l'inflation, parce que les taux d'intérêt sont très liés au niveau d'inflation, l'inflation n'est plus un sujet, elle est relativement maîtrisée aux États-Unis et en zone euro. Donc, c'est plus quelque chose qui inquiète particulièrement. On a la route qui est relativement tracée, la route de baisse des taux de la part de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine. Et on a maintenant un élément plutôt nouveau. Alors, le scénario ne change pas pour l'Europe parce qu'on n'a pas de pression inflationniste nouvelle, parce qu'on n'a pas de risque d'avoir énormément de croissance. C'est même un petit peu le contraire. Donc, une baisse des taux, pour rappel, quand on baisse les taux, on soutient l'économie. Donc, potentiellement, ça peut réalimenter un petit peu l'inflation. Donc, en Europe, on n'a pas vraiment de sujet. Par contre, aux États-Unis, quand on a un programme comme celui de Trump, l'impact du programme de Trump sur le plan budgétaire, il est de l'ordre de 7 500 milliards cumulés sur 10 ans. Donc quand on regarde ça aux États-Unis, il y a de nouvelles craintes inflationnistes qui reviennent. On se dit, OK, l'inflation aujourd'hui, elle est relativement maîtrisée, mais si on applique le programme de Trump, ça va être un élément de soutien à l'inflation. Si c'est un élément de soutien à l'inflation, ça devient beaucoup plus compliqué pour la Réserve fédérale américaine de baisser ses taux. Parce que si elle baisse ses taux, elle va faire accélérer l'économie davantage. Alors évidemment, ça arrangerait Trump parce qu'on sait combien c'est important pour la population américaine d'avoir un mandat qui soit soutenu par des belles performances sur le plan économique. Mais ça risque très certainement de faire déraper l'inflation. Et le rôle de la Réserve fédérale américaine, c'est de garder cette inflation sous contrôle. Donc on commence déjà à avoir un discours qui change un petit peu de la part de Jérôme Powell et qui nous explique que finalement, il ne va peut-être pas augmenter
ces taux de manière systématique comme c'était prévu, mais que ça dépendra des données, et des données liées à l'inflation et liées à l'emploi. Donc une trajectoire de taux qui est moins lisible, et rappelons qu'une baisse des taux favorise l'économie, et elle est très positive pour les marchés actions. Donc si jamais on a moins de baisse des taux, on a des surprises négatives là-dessus, ça peut aussi être un élément qui va mettre la pression sur les marchés américains. Donc, on attend d'ici juin prochain 3 baisses des taux pour les États-Unis, pour la Réserve fédérale américaine, et plutôt 5 baisses des taux pour l'Europe. Ça montre un petit peu la décorrélation qu'on commence à avoir. On l'observe sur les marchés, le CAC qui ne suit plus du tout les indices américains, et maintenant on commence à le voir aussi sur la politique monétaire, et c'est quelque chose qui pourrait être durable. Et si on continue, on peut s'intéresser peut-être au dernier pilier, parce que quand on investit, on achète des parts d'entreprise, donc c'est toujours intéressant de voir la santé des entreprises et comment se comportent les principaux blocs. Sans être trop long là-dessus, rappelons qu'on a quand même des perspectives bénéficiaires aux États-Unis pour l'année 2025 qui sont relativement élevées, mais qui sont atteignables, parce qu'on attend une progression des bénéfices de l'ordre de 14%. Avec la baisse d'imposition, et ça peut être des éléments de soutien qui vont permettre aux entreprises de réaliser ce scénario-là. En Europe, on attend une croissance des bénéfices de l'ordre de 8,5%. On ne les atteindra pas. C'est inenvisageable. C'est pas dramatique. On part souvent en début d'année autour de 10 et puis on les revoit au fil de l'eau. Donc on a un petit peu l'habitude de ce scénario-là, mais en tout cas, les 8,5% de croissance, sachant qu'en 2024, on est plutôt à zéro. C'est assez inenvisageable, donc très certainement que ça va être revu petit à petit à la baisse. Et puis il y a un dernier graphique qui montre l'évolution du poids des fameuses Max 7, les 7 magnifiques, dans la capitalisation du S&P. Ça nous servira un petit peu plus tard. Rappelons juste que ça pèse autour de 30%. Donc on a un indice qui fait 500 valeurs. On a 7 valeurs sur ces 500 qui pèsent 30% de l'indice. Puis les 493 restantes, elles ne pèsent que 70%. C'est un élément important parce que ça veut dire que la très belle performance du S&P 500, elle est essentiellement due à quelques valeurs. Donc, vu qu'on est dans un contexte qui change, peut-être que les investisseurs vont aussi s'intéresser à d'autres pans de la cote américaine qui, elles, n'ont pas forcément énormément progressé. Merci. Maintenant, comment tous ces éléments sont matérialisés dans votre allocation, et est-ce que les États-Unis, on en a beaucoup parlé à l'instant, ils sont toujours prépondérants dans vos portefeuilles? Alors, effectivement, on peut rentrer maintenant peut-être un petit peu plus dans le zoom de ce que nous avons fait sur les 6 derniers mois. Le premier élément ici, on voit l'évolution de l'exposition action. L'exposition action, c'est ce qui va nous indiquer le niveau de risque qu'on prend. Je schématise, mais si je suis à 100% sur un profil dynamique, c'est que je suis très optimiste et que je considère que j'ai beaucoup à aller chercher. Et quand je suis à 0, c'est que je considère que je n'ai que des coups à prendre. Le premier élément qu'on observe, c'est qu'on a eu une très belle année 2024 en termes de performance, assez volatile, beaucoup d'événements, mais globalement une bonne année boursière. Et on voit que l'exposition action de nos profils a cessé d'augmenter durant l'année. Récemment, il y a eu une prise de bénéfices que j'expliquerai par la suite, mais ça veut dire qu'on est capable, quand le train est en marche, après une belle année 2023 et des belles performances 2023, de se dire on va reprendre du risque parce qu'on a le sentiment que sur les 6 prochains mois, on a des choses à tirer sur les marchés, et c'est quelque chose qui nous a servi et qui a évidemment profité aux différents profils en termes de performance. Donc on a augmenté la pondération action au fil de l'eau, on a récemment pris quelques bénéfices de manière un petit peu spécifique, et ça on peut le faire de 2 manières. On peut peut-être avancer, il y a un petit peu plus de détails. Alors pour répondre directement à la question, oui, les États-Unis sont prépondérants. On va voir comment, parce que beaucoup plus important que ce que représentent les États-Unis dans nos profils, c'est sur quoi nous investissons aux États-Unis. Donc les États-Unis sont prépondérants dans nos investissements, et sur la partie européenne, on va plutôt aller sur des grandes capitalisations, donc des entreprises assez qui font leurs chiffres plutôt à l'international. On va le voir de différentes manières. Ici, ce qu'on voit, c'est des mouvements qui ont été réalisés sur les satellites, sur les fameux fonds satellites qui vont plutôt être le reflet de notre stratégie à moyen-long terme. Alors ici, c'est très simple. L'idée, c'est que ça a été depuis l'été de se dire on va diminuer notre exposition à la France, rappelant que aussi instable, aussi malheureuse soit la situation politique en France,
finalement, quand on est sur ces profils-là, elles ne nous impactent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est complètement libre d'aller 100% aux États-Unis ou de remplacer complètement la France par l'Allemagne et par la Chine. On a la liberté d'investissement qui nous permet de sortir de ce cadre très franco-français, de profiter des poches de performance où qu'elles soient. Donc ça a été un des premiers mouvements. Lorsqu'on a commencé à sentir cette incertitude politique, on a tout de suite réduit notre exposition à la France pour aller renforcer les États-Unis d'une part et l'Europe au sens large d'autre part. Donc on a vendu un fonds général et investissement qui était plutôt exposé à la France. On a vendu aussi des small et mid cap européennes pour une raison simple, c'est que si demain on a moins de croissance en Europe, les small et mid cap vont généralement souffrir un petit peu plus que le reste. Et on a aussi réduit notre sensibilité à la Chine. On en a un petit peu moins parlé, mais c'est vrai que la Chine est toujours dans un certain nombre de difficultés à cause de la crise immobilière. Et on attend d'avoir un peu plus de visibilité sur les plans de relance avant de renforcer cette position. En parallèle, ici on voit qu'une partie des mouvements en fait, mais en parallèle on a renforcé l'Europe, notamment avec le fonds Sicor Sélection Responsable, qui est un fonds dédié aux grandes capitalisations européennes, sans biais sectoriel et qui affiche de belles performances. Et on a allégé la Chine, l'Asie, pour renforcer les émergents au sens large avec un fonds Robeco Emerging Market. Alors ici, on voit le détail de nos profils, peut-être sans rentrer dans le détail ligne à ligne. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de rappeler la construction, la structure. Oui, c'est vrai qu'on va rentrer dans la structure. On voit en vert surligné donc GWS Allocation Tactique, qui est le cœur du portefeuille. Et c'est ce fonds qui permet de faire bouger votre allocation quotidiennement, puisque c'est un fonds dans lequel d'autres fonds sont dedans. En dehors des autres fonds qui sont ce qu'on appelle les fonds satellites, qui vont donc permettre d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, une allocation plus long terme pour les investisseurs et qui est moins réactive, qui vise donc les investissements long terme. Et comme on vient de le voir, vous avez plutôt joué pour l'instant sur ces fonds satellites. Or, la pondération américaine, on ne l'a pas vu bouger dans les deux mouvements que vous nous avez montrés. Donc, j'imagine qu'elle s'est faite justement en réaction dans le fonds cœur. Absolument. Absolument. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir cette structure-là. Parce que généralement, dans une gestion pilotée, il y a quand même un petit peu d'inertie pour pouvoir appliquer la stratégie qu'on souhaite faire. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a des fonds qui vont bouger, mais 3-4 fois dans l'année, globalement. Ça peut aller jusqu'à 12. On a la liberté de le faire, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis, on a ce fonds, GWS Allocation Tactique, 100% ETF. Et il s'appelle Allocation Tactique parce qu'il nous permet effectivement de prendre des positions qui sont tactiques. Tactique, c'est court et moyen terme. Et donc ce fonds, il nous a notamment permis, et là on voit le détail, on zoome sur ce fonds-là qui représente 20% et 40%, on zoome sur ce fonds et on voit la composition de ce fonds. Alors il n'y a pas beaucoup de lignes, donc on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, et je pense que c'est là que ça devient intéressant. On voit effectivement que c'est un fonds qui aujourd'hui est investi à hauteur de 51,5% d'actions, majoritairement aux États-Unis. On voit que c'est lui qui apporte et qui contribue pleinement à notre exposition aux États-Unis. On a 65% d'actions américaines et il nous a permis de nous renforcer aux États-Unis instantanément le jour même des résultats de la victoire de Donald Trump. Donc on a cette nouvelle, on peut tout de suite s'exposer et profiter de tout l'engouement qui a suivi sur les 6 semaines qui ont suivi ça. Alors si je vous dis qu'on fait plus d'US et moins de France ou moins d'Europe, vous allez me dire c'est super, mais c'est ultra consensuel parce qu'il n'y a pas une personne qui aujourd'hui ne nous dit pas il faut faire des actions américaines. Je dis oui, effectivement, mais attention, on ne le fait pas peut-être de la manière attendue ou faite par tout le monde. On a vu un graphe qui montrait la pondération des fameux 7 magnifiques dans les principaux indices. Et c'est là qu'on dit attention parce que quand les gens achètent du S&P 500 par exemple, ils vont acheter majoritairement ces quelques valeurs qui affichent déjà des performances et des niveaux de valorisation extrêmement chers. C'est un petit peu comme le prix au mètre carré. On est à des niveaux de prix au mètre carré en moyenne sur ces indices-là qui sont très élevés. Pourquoi ils sont très élevés ? Parce qu'on a quelques valeurs qui affichent des performances plus qu'exceptionnelles depuis quasiment 2 ans maintenant. Et puis on a ces autres valeurs de croissance aux États-Unis, notamment les fameuses 493 valeurs restantes dans le S&P 500, qui elles sont beaucoup plus raisonnables en termes de valorisation. Alors notre raisonnement, il est le suivant. Il est de se dire, on veut faire des actions américaines, mais j'ai pas trop envie de monter dans le train des méga capitalisations américaines parce que c'est excessivement cher.
et parce que je pense que ça serait tout à fait naturel que ça corrige et que ça respire à un moment donné. Par contre, la politique Trump, elle va favoriser les entreprises américaines. On a vu les différents impacts sur le plan des impôts, sur tout l'intérêt pour le Made in USA. Et donc, ça va tourner cet intérêt vers les autres entreprises américaines qui sont plutôt délaissées depuis 2 ans. Concrètement, l'investisseur va commencer à avoir un raisonnement que nous avons depuis peut-être un petit peu plus de 6 mois, 8 mois maintenant, de se dire, j'ai envie d'acheter des actions américaines, mais peut-être pas acheter des choses qui dépassent tout niveau de valorisation historique. Donc, il va commencer à s'intéresser aux valeurs de croissance un peu plus décoté. Il va commencer à s'intéresser aux petites et moyennes capitalisations américaines qui en plus vont profiter de la baisse des taux. Et c'est ce qu'on a fait dans le fonds GWS Allocation Tactique. On s'est renforcé aux États-Unis en allant, on voit la plus grosse position, elle représente un petit peu moins de 20% dans ce fonds, c'est quand même assez important. C'est un tracker, parce qu'on n'a que des trackers S&P 500 Equal Weight, équipondéré. C'est tout simplement le S&P 500 qu'on connaît habituellement, et au lieu d'être pondéré par la capitalisation, tout le monde a le même poids. Ça permet d'avoir en fait les 7 magnifiques qui représentent moins de 2% dans le portefeuille, qui ne représentent pas 30%, et de donner plus de poids à toutes ces autres valeurs qui n'ont pas bien performé. Alors cet indice-là, il ne marchait pas très bien depuis 1 an et demi, et depuis le début du 2e semestre, il surperforme le S&P traditionnel, et on reste convaincu que ça peut durer sur les mois à venir. Même logique sur les small et mid cap qui a été complètement délaissé, parce que le seul intérêt était pour l'IA et donc pour les méga caps américaines. Et puis maintenant que le Made in USA revient sur le devant de la scène, on va s'intéresser aussi aux petites capitalisations américaines qui sont très en retard. Ça fait 3 ans qu'elles sous-performent. Elles ont très bien performé depuis la victoire de Trump, mais elles ont encore un petit peu de chemin à faire. Donc on reste positionné là-dessus, on renforce même ces positions. Donc oui pour les actions américaines, mais sélectionner de manière judicieuse pour ne pas aller sur ce qui est trop demandé aujourd'hui. Et puis ici, on peut voir l'évolution de l'exposition du fonds GWS Allocation Tactique. Alors, il y a beaucoup de mouvements, mais c'est le but d'un fonds tactique. Le but du fonds tactique, c'est de nous permettre de prendre position quand on considère qu'il y a quelque chose à faire tout de suite. Si jamais ça devient une position stratégique, ça va se traduire dans les satellites, et puis on rediminuera l'exposition dans le fonds tactique. Mais au moins, on a un instrument qui nous permet d'agir tout de suite, instantanément sur les marchés. C'est une véritable force, c'est assez inédit, parce que ce n'est pas présent sur les gestions pilotées de manière générale, c'est une exclusivité Alta Profit. Et encore une fois, dans ces pondérations-là, 40% et 20%, ça permet d'avoir un impact réel, direct et concret, immédiatement, dans l'ensemble des portefeuilles des clients. Le jour même de la victoire de Trump, tous les clients ont d'un coup plus d'actions américaines et peuvent en profiter sur les 2 mois qui s'écoulent par la suite. Maintenant qu'on a vu comment est construit le portefeuille, on va regarder donc les performances de celui-ci. Pour rappel, donc on a vu qu'on avait un 4,40 négatif et une Europe en difficulté, mais pourtant la gestion est très bonne avec d'excellents résultats. Oui, on est très content des performances cette année, parce qu'en plus, ça vient après une année 2023 qui, elle aussi, était très bonne. La difficulté cette année, ça a été certainement ce grand écart entre l'Europe et les États-Unis, entre la France et l'Europe. Et donc, cette flexibilité, cette capacité que nous avons, notamment grâce à cette gestion tactique, de pouvoir passer d'une classe d'actifs ou d'une zone géographique à une autre aussi rapidement, encore une fois, avec des mouvements qui sont quand même assez importants. Quand on ajoute 10 ou 20% dans le fonds tactique, c'est des gros mouvements. Ça nous a permis de sortir des situations qui étaient difficiles assez rapidement et de profiter des tendances qui pouvaient arriver ou qui pouvaient être inattendues assez rapidement aussi. Donc on affiche des performances qui sont très satisfaisantes, parce que on est arrêté évidemment à fin novembre, et on affiche des performances qui sont nettes de tout frais, qui sont de l'ordre de 9,27 sur un profil conviction, et qui sont de l'ordre de 5,71 sur un profil patrimoine. Donc très content, la fin d'année ne nous inquiète pas plus, et on commence déjà à faire des petits ajustements pour l'année prochaine. Parfait. Merci pour cette présentation et donc pour tout ça. Maintenant, passons aux questions du chat. Peut-être une première question pour commencer. Selon vous, quels sont les signaux qu'il convient de repérer pour décider de se repositionner sur les fonds de la zone euro ? Alors, il
il y a deux éléments, je pense, à prendre en considération. Le premier élément, c'est un élément un peu plus fondamental, c'est-à-dire sur le plan macroéconomique, quand on verra une amélioration, on sait que l'Allemagne est en difficulté, on sait que globalement, l'ensemble des pays de la zone euro sont plutôt en difficulté, que les prévisions de croissance sont pour l'instant dans une dynamique plutôt négative parce qu'ils sont revus plutôt à la baisse. Mais il y a aussi la question du prix, qui devient de plus en plus intéressante. C'est pas suffisant, mais c'est vrai que sur certaines valeurs, notamment européennes, on voit des performances ou des parcours que nous n'avons pas vus depuis très longtemps, depuis 10 ou 15 ans. Et par exemple, les grandes valeurs de luxe en France ont énormément souffert. Elles ont souffert évidemment parce que faiblesse de la croissance en Chine, parce que difficulté en Chine, mais on retrouve des niveaux de recul qui sont assez historiques et donc qui commencent déjà à soulever la question de se dire est-ce qu'on n'est pas au plus bas. Donc cette question, elle est de plus en plus intéressante. L'argument du prix n'est jamais suffisant, mais dès qu'on a quelques signaux un petit peu positifs sur le plan macroéconomique, ça peut être le signal d'achat ou un signal de retour sur le marché européen. Et l'autre élément, toujours faire attention aux positions trop consensuelles. Si tout le monde est d'accord pour quitter l'Europe et aller aux États-Unis, il va assez mécaniquement se passer quelque chose qui peut nous faire dire le contraire. C'est pour ça qu'on n'est pas complètement sorti de la zone euro, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs en zone euro qui aujourd'hui méritent qu'on s'y intéresse et qui, l'année prochaine, peuvent signer un très beau retour, surtout sur les belles valeurs internationales. Merci. Alors, est-ce que vous êtes exposé à l'intelligence artificielle? Est-ce que vous allez continuer à vous y exposer? Alors, c'est une thématique qui a fait beaucoup parler d'elle. Elle est très intéressante. Je pense qu'il faut essayer de détacher l'effet de mode, l'engouement excessif qu'on peut avoir ponctuellement, à l'impact structurel que ça peut avoir sur un certain nombre d'entreprises. C'est évidemment un changement majeur qui va impacter les entreprises de quasiment tout secteur. Maintenant, il y a eu un engouement peut-être un petit peu trop exagéré à court terme en termes de gains de productivité en se disant que ça allait tellement et radicalement changer les choses qu'on arrive sur des niveaux de valorisation sur les entreprises qui sont des acteurs de ce sujet-là qui sont peut-être un petit peu trop importants. Donc, on est positionné aujourd'hui parce que l'ensemble de nos positions américaines sont sensibles aux méga caps américaines qui sont les acteurs majeurs sur ces sujets-là. Mais très certainement qu'il y a eu un petit peu trop d'engouement et les derniers messages qu'on a eus, par exemple d'Amazon, qui nous dit qu'ils vont peut-être ralentir un peu les investissements là-dessus parce qu'il faut commencer à avoir des retours sur investissement et mieux monétiser ça, va créer un petit peu de respiration, un petit temps de pause. Ça reste une thématique intéressante, ça reste une thématique incontournable, mais encore une fois, le maître mot, c'est la diversification. Donc ça fait partie des stratégies qu'on adresse. Merci. Est-ce que l'explosion à la hausse de certaines places européennes en cette fin d'année, en particulier le DAX, présage des perspectives 2025 optimistes? Alors, sur le DAX, ça a été plutôt un rattrapage concrètement. Donc, on est en train de rattraper un retard qui n'était pas forcément justifié. Est-ce que ça présage d'une excellente année 2025? Je suis peut-être un peu moins convaincu là-dessus. Je pense qu'on a un certain nombre d'éléments à clarifier avant de se lancer avec tout l'optimisme que l'on a sur l'année prochaine. Ce que je constate de manière un petit peu plus générale, c'est qu'on a quand même eu des performances trop exceptionnelles sur les marchés américains, tirées par quelques valeurs sur 2 ans. Quand on regarde les marchés américains en cumulé sur 2 ans, ça fait plus de 50%. C'est historique. Donc c'est très bien pour les investisseurs. Mais à mon sens, c'est pas quelque chose qui peut durer éternellement. Alors commencer à se réintéresser au marché européen, c'est une bonne idée. Encore une fois, on a de manière précise des valeurs qui ont énormément souffert et qui méritent qu'on s'y intéresse de nouveau. Mais de manière générale, je pense qu'il faut quand même un petit peu de prudence en Europe et notamment sur les small et mid cap européennes par exemple. Merci. Y a-t-il des facteurs à surveiller dans les prochaines semaines ou mois qui peuvent impacter les marchés? Alors évidemment, il y en a toujours qu'on surveille de très près, mais peut-être un des éléments qui est particulièrement important pour les marchés américains, et je reviens pas mal sur les marchés américains parce que ça reste les marchés directeurs qui donnent la direction des autres marchés, c'est qu'on a une trajectoire de taux qui est beaucoup plus incertaine que celle que nous pouvions attendre en début d'année. On avait une inflation maîtrisée, des baisses de taux qui étaient quasiment actées, et on voit que les probabilités de baisse des taux ne cessent de reculer. Et donc, très certainement que les interventions de Jérôme Powell, elles sont déjà scrutées, elles le seront encore plus, et elles vont être assez déterminantes dans le comportement des investisseurs sur les marchés, notamment américains.
Et je ne peux concevoir un marché américain qui s'effondre sans qu'il emporte avec lui les marchés européens, malheureusement. Donc, même si on n'a pas autant progressé, un bear market aux États-Unis provoquerait forcément une aversion pour le risque et une baisse assez prononcée en Europe également. Merci. Alors, dans vos résultats 2023-2024, quelle est la part de la variation du taux de change sur vos résultats, en particulier pour les actions américaines? Cette année, c'est plutôt favorable et assez fortement favorable parce qu'on a un dollar qui s'est apprécié de l'ordre de 5-6%, ce qui veut dire que on affiche, en plus de la progression de l'action américaine en tant que telle, on a en plus de ça une progression du taux de change. Donc on est doublement gagnant là-dessus. Faut savoir que on a une approche qui consiste à ne pas systématiquement se couvrir. Donc en fait le change nous a profité. On décide de se couvrir de manière tactique quand on considère qu'on est à un niveau extrême. Quand on était à 1 euro égale 1 dollar à la parité, on a décidé de se couvrir parce qu'on considérait que c'était excessif. Et puis, dans les niveaux de début d'année, on considérait que c'était relativement cohérent. Donc, on a profité de cette forte hausse du dollar. Si jamais ça devait aller plus loin, on neutraliserait ce risque. C'est pas quelque chose qu'on veut subir sans pouvoir le maîtriser. Et sur la partie obligataire, par contre, on le neutralise quasi systématiquement. Pour une raison simple, c'est que quand je vais sur des obligations, je veux avoir une visibilité, c'est pour ça que j'y vais, je veux avoir une visibilité sur le rendement que je vais avoir. Et j'ai pas envie de perdre 2 années de performance parce qu'il y a un mouvement sur la devise que je maîtrise pas. Sur les actions, c'est moins problématique parce que généralement, c'est lié à la macroéconomie et puis les performances sur les marchés actions risquent d'être sont souvent plus importantes. Sur la partie obligataire, on préfère garder cette structure un peu plus rassurante et lisible. Merci. Alors, si mon contrat est en gestion déléguée, est-ce qu'il peut y avoir une perte en capital s'il y a un problème économique? Oui. Absolument. Absolument. Alors, c'est écrit un petit peu partout. Il y a les disclaimers qui sont affichés, je pense, qui le rappellent. On a évidemment un risque de perte en capital. Le capital n'est pas garanti. Si jamais on a des marchés qui s'effondrent demain, nous serons impactés. Aussi bonne soit la gestion et aussi défensif soit le positionnement, nous serons impactés. Encore une fois, la question, elle est systématiquement la même. Le vrai risque d'un marché financier, c'est d'être complètement investi la veille d'une crise. Et puis, le message plutôt rassurant que moi je partage, c'est que regardez nos expositions, les performances sont quand même très bonnes, mais on a aujourd'hui un niveau d'exposition action qui est très réduit parce qu'on a sur le profil le plus dynamique exposé autour de 61-62% d'actions, ce qui nous laisse plus de 30% de cartouches à réutiliser en cas de baisse. Donc, quand on est peu exposé, même si c'est douloureux ponctuellement, une baisse des marchés peut être une bonne nouvelle parce qu'on souffre ponctuellement, mais ça permet de racheter de très beaux titres à des prix qui sont très convenables et puis de profiter de la hausse qui va suivre. Donc, c'est quelque chose qu'on suit de très près et on garde ses liquidités pour ça. Et pour compléter cette réponse, la meilleure façon de se protéger contre le risque de perte et violent comme ça, c'est l'investissement progressif. Absolument. Je crois qu'on en avait parlé lors du dernier webinaire. C'est le meilleur moyen qu'on ait pour pouvoir toujours investir et étaler ses points d'entrée. C'est extrêmement important de le rappeler, tu as tout à fait raison. Ça permet d'étaler ses points d'entrée et justement de s'extraire complètement de cette notion de volatilité, de crise potentielle. En étalant ses investissements, on est sûr de capter une partie de la hausse sans souffrir de manière ponctuelle à un moment donné. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous serez recontactés par un conseiller à profit qui répondra à votre question. Merci Brahim et Maxime, je te laisse continuer. Alors, merci pour toutes ces questions. Pour rappel, on aura donc un replay qui sera présent dès demain sur la chaîne YouTube d'Alta Profit. Donc, nous venons de passer en revue les performances des gestions pilotées GWS sur les 2 profils proposés. Si vous avez d'autres questions concernant la gestion pilotée, je vous invite à contacter donc votre conseiller Alta Profit ou à nous écrire. Je remercie Brahim Al-Khalil, gérant chez WS, pour nous avoir accompagnés. Merci Brahim. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt pour un nouveau webinaire.